Merci beaucoup, Monsieur Noiriel, pour votre venue à Bordeaux et pour avoir accepté de discuter avec nous de ce très beau volume, donc une histoire populaire de la France, publié aux éditions Agone, un livre qui a déjà quelques années d'existence, qui n'est pas votre dernier livre. Alors, quelques mots, enfin, je ne sais pas si c'est nécessaire de présenter Gérard Noiriel, je dirais en quelques mots, vous définissez comme socio-historien, peut-être que vous voudrez revenir sur la définition de ce terme dans votre présentation. Gérard Noiriel est un historien avec une longue liste de publications, spécialiste de l'histoire de l'immigration notamment. Alors, je ne peux pas faire toute la liste de publications, mais les derniers écrits que vous trouverez en vente pour ceux qui veulent se le procurer par la librairie Mola à la sortie, c'était Le venin dans la plume, je crois, sur l'écriture de l'histoire de Drummond jusqu'à Zemmour. Vous avez écrit un livre sur les Gilets jaunes au regard de l'histoire, et vous aviez publié auparavant vous êtes connu dans le grand public aussi pour avoir exhumé des archives l'aventure du clown Chocolat, qui a été porté en film avec Omar Sy il y a quelques années. Voilà. Et donc le dernier gros ouvrage que vous avez publié, en 2018, vous avez écrit cette histoire populaire de la France, à laquelle vous avez ajouté une postface au regard des derniers événements liés aux Gilets jaunes, il y a quelques années. Et donc c'est sur cet ouvrage que nous allons nous pencher aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci à vous, merci aux organisateurs de cette belle soirée, de cette présentation-là avec des comédiens que j'ai trouvé formidable. J'ajouterai simplement la liste des publications, le dernier qui est le pourquoi du comment, le recueil de chroniques. Vous savez que je fais une chronique tous les jours sur France Culture, petite chronique de 4 minutes qu'on peut écouter en podcast, et qui, j'en ai choisi quelques-unes autour d'une thématique, qui permet de montrer un petit peu les enjeux aussi de l'histoire dans la vie quotidienne des gens. Voilà, oui, pardon. Voilà. Effectivement, et lui aussi, vous le trouverez. Oui, justement, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Très bien, donc merci beaucoup. Alors, si on regarde donc votre ouvrage, une histoire populaire de la France, un ouvrage qui circule déjà bien, qui a été un joli succès de librairie depuis sa sortie par la maison d'édition Agone, donc une jolie édition marseillaise. Alors, j'aurais une première question pour lancer la discussion, c'est parler un petit peu des intentions qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, et donc pour commencer, avec le choix du titre, vous faites évidemment référence à l'histoire populaire des États-Unis, le titre phare d'Howard Zinn, donc publié en 1980. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi avez-vous choisi ce titre? Est-ce que vous vous placez délibérément dans une filiation directe vis-à-vis de Howard Zinn, et est-ce vous qui avez choisi d'ailleurs l'ouvrage, ou est-ce que c'était une commande de la maison d'édition Agone? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée vous est venue? Alors, oui, effectivement, en fait, ça a été une suggestion plutôt qu'une commande des éditions Agone, pour lesquelles j'avais écrit plusieurs petits livres, notamment un livre qui s'appelle Histoire, théâtre et politique. Donc, il m'avait suggéré, en constatant effectivement qu'il n'y avait pas l'équivalent du bouquin de Howard Zinn en France. Donc, comme moi j'avais pas mal travaillé sur déjà l'histoire des classes populaires, parce que j'avais écrit un ouvrage sur les ouvriers dans la société française, notamment. Donc l'idée m'intéressait, mais en fait, j'ai mis 10 ans avant d'aboutir, parce que au fur et à mesure du travail, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que je pensais au départ. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'ai une immense admiration pour Howard Zinn, évidemment. C'était un petit peu le type d'historien auquel je pouvais m'identifier. C'est-à-dire
les deux exigences, une exigence qui est une exigence de sérieux, de connaissance, de travail sur les sources, comme on dit, tout ça. Puis en même temps, évidemment, la définition, la mission civique de l'histoire, c'est-à-dire que on fait pas de l'histoire, dans mon cas, en tout cas uniquement pour augmenter le lot de connaissances, mais c'est aussi pour voilà une intention de civique, sociale, de transmettre voilà une intelligibilité du monde, etc. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que quand Howard Zinn a écrit son livre, donc qui a été publié, comme vous le disiez, en 1980, le contexte politique, social, etc., n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et le contexte historiographique aussi était différent. C'est-à-dire qu'Howard Zinn, son histoire populaire des États-Unis, évidemment, c'était encore au début où un historien engagé, disons, pouvait révéler toute une série de sujets qui avaient été occultés, que ce soit l'histoire de l'esclavage, l'histoire des femmes, etc., etc. Donc il y a dans son livre, et c'est ce qui a fait aussi le succès de son livre, cette dimension-là qu'il apporte à un large public, c'est une synthèse, hein, voilà. Aujourd'hui, ça aurait été complètement prétentieux et faux de dire qu'on pouvait faire la même chose parce que toutes ces thématiques, l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des femmes, etc., aujourd'hui, ce sont des domaines qui ont été beaucoup étudiés, qui ont déjà eux-mêmes produit leur propre synthèse, etc. Donc, mon projet, je devais forcément l'orienter de manière un peu différente par rapport à Howard Zinn. La deuxième différence, c'est qu'Howard Zinn, son livre, vous voyez, c'est dans l'élan des années 70. Alors, les plus anciens dans la salle, comme moi, se souviennent quand même que les années 70, ça a été une période, je dirais, très, très, très heureuse, très, très faste du point de vue de, comment dirais-je, de l'espoir qu'on pouvait avoir, de changements profonds dans la société. C'était dans le sillage de mai 68. Et donc, on sent cet optimisme dans l'ouvrage d'Howard Zinn. Mais moi, voilà, j'ai écrit mon histoire populaire dans un contexte beaucoup plus pessimiste, où les leçons de l'histoire, bien, nous ont appris aussi un certain désenchantement. Donc, ma problématique, vous voyez, c'était d'intégrer ces dimensions-là, parce qu'elles correspondent à notre présent dans l'ouvrage. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont présents dans l'ouvrage, mais je le dis pas, je ne l'écris pas comme je viens de vous le dire, mais dans la construction de mon objet. C'est-à-dire dans la définition que j'ai donnée de l'histoire populaire. C'est pas la même définition qu'Howard Zinn. Howard Zinn, sa définition de l'histoire populaire, c'est une histoire des classes populaires, principalement. Alors que pour moi, la notion de populaire, ça revient à le petit débat qu'il y avait tout à l'heure, mais ça renvoie à la notion de peuple. Parce que le mot peuple, vous savez, en français, même il a deux sens. Le peuple, ça peut être l'ensemble des citoyens français, ça c'est les définitions politiques, ou ça peut être effectivement les classes populaires, ça c'est la définition sociale. Donc moi je suis plutôt parti de la définition politique du terme, donc autour de la notion de peuple français, puisque c'est sur la France, pour montrer justement la dialectique qui s'est développée au cours du temps entre les différentes classes sociales, entre les différents milieux sociaux. Et pour moi la notion de peuple, c'est la résultante de ces liens, de ces liaisons entre les différentes composantes. C'est pour ça qu'au centre de mon livre, il y a quand même le concept de domination ou de relation de pouvoir. Parce que ça a été un des axes de mes recherches depuis plus de 30 ans, c'est de comprendre ce que sont, au fond, les relations de pouvoir dans nos sociétés. Comment elles se recomposent, comment elles se transforment, comment on peut constater des progrès dans un sens, des régressions dans l'autre, etc. Donc, merci pour ces premiers éléments. Et alors, l'histoire des dominations, si on vous comprend, c'est ce qui permet de comprendre la mécanique historique. En fait, on a l'impression que c'est l'aliment dans votre ce que vous recherchez, c'est ce qui va le moteur de l'histoire, c'est les relations sociales entre ces dominants et ces dominés. Je pense que toutes les sociétés sont fondées sur des relations de pouvoir. Mais pour moi, ce n'est pas une dénonciation, j'insiste là-dessus, c'est un constat.
Les relations de pouvoir, bon, là, évidemment, vous disiez tout à l'heure que je me définis comme socio-historien. Effectivement, j'ai une double formation d'historien et de sociologue. J'ai commencé ma carrière en travaillant avec Pierre Bourdieu. Donc voilà, j'ai été beaucoup marqué par la sociologie de Bourdieu. Mais je dirais aussi, parmi les sociologues qui m'ont beaucoup marqué, il y en a un qui vient de Bordeaux, qui a été enseignant à Bordeaux, c'est Émile Durkheim, qui était par ailleurs vosgien, comme moi. Donc, il y a un lien là entre les deux. Et Durkheim me dit à un moment donné, par exemple, ce qui se passe dans une famille. Dans une famille, il y a des relations de pouvoir. Les adultes exercent aussi un pouvoir sur leurs enfants. Et c'est salutaire. C'est parce qu'ils exercent un pouvoir sur leurs enfants qu'ils vont pouvoir, à terme, fabriquer des êtres, des enfants qui deviendront des adultes émancipés, etc. Donc les relations de pouvoir, elles ne sont pas forcément négatives. Ce sont des réalités qui existent dans nos sociétés. Et la notion de domination, il faut aussi l'articuler à la notion de résistance. Il y a les deux. Donc voilà, c'est cette dialectique-là qui m'a inspiré et qui a servi de fil conducteur. Parce que quand vous écrivez une histoire populaire de la France, vous ne pouvez pas tout raconter. Vous avez forcément un axe, un angle d'attaque. Et c'est cet angle qui m'a paru le plus fécond, le plus intéressant, peut-être le plus neuf aussi, que j'ai essayé d'explorer. Donc effectivement, c'est cette relation domination-résistance qui parcourt le livre, mais aussi pour montrer que ça a produit des choses très bien. C'est pas uniquement dans une logique, j'insiste là-dessus, parce que les mots pouvoir, domination, en français, ils ont des connotations quand même assez négatives, ou enfin, les gens croient souvent que c'est pas objectif, que c'est de la dénonciation. Pas du tout. Ce sont des constats historiques qui passent alors à différents niveaux. Moi, j'insiste beaucoup sur les questions de langage, par exemple, les formes de domination qui existent dans le langage. C'est très présent dans mon livre. Qui détient le langage public? Comment se fabrique le langage public? Et c'est là qu'on retrouve des inégalités entre les classes populaires et les classes privilégiées. Donc il y a toute une série de dimensions comme ça que j'ai essayé d'explorer dans le livre à partir de ce fil conducteur. Et alors, une question qui est venue d'ailleurs dans la petite scénette avant, c'est celle des limites géographiques. Pourquoi vous avez choisi de vous focaliser sur la France? Qu'est-ce que c'est que la France, la France métropolitaine, les colonies? Et une autre question qui va avec, c'est si vous écrivez aujourd'hui une histoire populaire de la France, est-ce qu'il y a des histoires populaires d'autres pays à écrire ou en cours d'écriture? Oui, ça c'est effectivement un débat qu'on a eu entre historiens depuis longtemps. Est-ce qu'on a le droit de se prendre comme objet un pays? Bon, on viendra sur la définition de ce qu'on appelle la France, si vous voulez, tout à l'heure. Mais où est-ce que c'est pas finalement déjà sombrer dans le nationalisme? Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Moi, je ne pense pas, parce que si on s'inscrit dans cette perspective, il faudrait pas non plus écrire en français. La langue elle-même, c'est un instrument évidemment symbolique extrêmement puissant. Donc pour moi, on est obligé, quand on fait de la recherche, de délimiter son objet. On le délimite dans l'espace et on le délimite dans le temps. Donc j'ai été confronté à cette question-là. Donc effectivement, j'ai choisi la France en définissant la France à partir de la notion d'État. Pour moi, c'est très important, la construction de l'État. Mais ma définition, elle se limite pas à l'Hexagone. C'est effectivement, j'intègre beaucoup la dimension coloniale. La dimension coloniale, donc à certains, voilà, en fonction des périodes, etc. Mon histoire, elle s'étend sur l'Afrique, sur les Antilles, sur l'Asie, etc. Parce que ce sont des dimensions qui nous concernent encore aujourd'hui, dans la réalité de la France d'aujourd'hui, de la composition de la population française d'aujourd'hui. Il y a évidemment toutes ces dimensions-là qui sont présentes. Donc, alors après qu'il y ait d'autres histoires, Odzine l'avait fait pour les États-Unis, mais on peut imaginer que les Danois aussi, sans doute que ça existe également, etc. C'est tout à fait légitime. C'est pas contradictoire non plus avec d'autres démarches. Moi, je suis pluraliste. Il y a des gens qui aujourd'hui, il y a une dimension intéressante, qui sont plutôt d'appréhender l'histoire dans un cadre mondial.
Mais vous ne montrerez pas les mêmes choses. Il n'y a pas un niveau de l'histoire qui serait supérieur à l'autre. Ou l'échelle de ce qu'on appelle les jeux d'échelle en histoire que vous choisissez vont vous permettre d'observer certaines réalités, de ne pas en voir d'autres. C'est le jeu, il vaut mieux l'avouer dès le début que de croire que vous allez produire une histoire universelle. Ce qui m'intéressait aussi dans l'objet Histoire de France, c'est qu'il faut être aussi présent sur des domaines qui ont tendance à être monopolisés par je dirais des intellectuels ou des conservateurs. Hein. L'histoire de France, c'est quand même aussi, je veux pas, vous voyez, si ça vous intéresse, on pourrait revenir dans le détail, mais il y a aujourd'hui énormément de gens qui font de l'histoire de France dans une vision conservatrice pour alimenter des vieux discours sur nos racines, etc., etc. Donc il faut aussi porter la contradiction sur ces objets-là et ne pas considérer que c'est dépassé ou que c'est pas intéressant, etc. Moi, je pense qu'une des dimensions civiques de notre métier, c'est aussi d'appréhender cette notion de France pour apporter une vision plus critique que celle qui a été développée dans le passé. Et alors merci. Et sur les limites géographiques et les limites chronologiques, donc vous avez choisi de partir de votre premier chapitre s'ouvre avec Jeanne d'Arc. Et donc pourquoi commencer avec Jeanne d'Arc, l'histoire populaire de la France, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce 15e siècle? Et est-ce qu'on peut, vous nous emmenez jusqu'au Gilets jaunes, dans un ordre chronologique. Est-ce que vous avez détecté une continuité historique qui permettrait de caractériser des classes populaires depuis le XVe siècle, ou est-ce que c'est un renouvellement permanent et une reconfiguration? La notion d'histoire populaire subit-elle une reconfiguration permanente en fonction des situations? Oui, alors effectivement, pourquoi j'ai choisi Jeanne d'Arc? Alors les points de départ, vous savez, c'est toujours des enjeux difficiles. Il n'y a jamais un point de départ absolu. Ce que je voulais absolument éviter, c'est nos ancêtres les Gaulois, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ceci dit, quand on a écarté ça, il faut aussi trouver des critères pour justifier le point de départ qu'on prend. Et donc, oui, j'ai choisi Jeanne d'Arc pour deux raisons. D'une part, je trouvais assez amusant de commencer par une figure féminine, parce que c'est pas forcément fréquent. Et puis d'autre part, c'était aussi pour apporter la contradiction à toute une historiographie conservatrice, voire royaliste, qui a fait de Jeanne d'Arc, vous voyez, l'ancêtre légitime de la France royaliste, etc. Voilà. Mais ma raison profonde, c'est lié à la mise en place de l'État. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'État. Je pense que l'histoire de l'État, elle est fondamentale, que c'est pas simplement une histoire des superstructures tout en haut, mais que nous-mêmes, on est fabriqués par l'État dans lequel on vit. Si on prend la notion de langue qui a été institutionnalisée, si on prend même notre état civil, les noms que nous portons, etc. Enfin, toute une série de dimensions de notre existence quotidienne sont formatées encore par l'histoire de l'État. Et beaucoup de choses qui apparaissent comme des spécificités françaises comparées à d'autres pays viennent aussi de notre relation à l'État. Alors, l'État, oui, comme relation sociale aussi, c'est la manière dont le peuple ou les classes populaires ont réagi, ont suivi, ont contesté l'État. Bon, donc ça met en jeu la Révolution, etc. Donc mon point de départ, oui, je me suis rendu compte que c'est à partir du moment où l'État royal se structure vraiment en France, c'est-à-dire les débuts de l'époque de Jeanne d'Arc, parce que c'est à partir de ce moment-là, à la fin de la guerre de 100 ans, que il va y avoir la taille, c'est-à-dire l'impôt régulier. L'impôt régulier accaparé par le pouvoir royal. Or, on sait que l'État s'est structuré à partir de deux forces: l'armée, la force physique, l'armée, après la police, et puis l'impôt. Voilà, l'impôt sert à payer l'armée sert à récupérer les impôts. Ça, c'est la structure de base de l'État, et donc l'État commence à avoir une permanence en France à partir de ce moment-là, l'État capétien, à partir du XVe siècle. Et ce qui était frappant aussi, ce qui m'a frappé dès le début, c'est cette mise en place aussi de l'État fondé sur l'impôt qui génère des révoltes populaires.
Les grandes révoltes populaires, ça a été abordé un petit peu là tout à l'heure avec les comédiens, oui, elles sont liées à des révoltes antifiscales. Le XVIIe siècle, c'est frappant. Donc il y a bien une relation là qui s'instruit et qui me permettait de trouver une continuité jusqu'au gilet jaune, si vous voulez, par rapport justement à cette démarche de résistance par rapport à l'impôt, la répartition de l'impôt, qui ne paye pas l'impôt, etc. Enfin, c'est des questions qui sont tout à fait actuelles, mais qui ont toute une histoire. Effectivement, on peut trouver, voilà, des grandes étapes. Mais ce qui a changé, c'est la définition vous voyez, par rapport des individus, par rapport à l'impôt. On est passé d'une France qui était composée de sujets à une France qui a été composée de citoyens. C'est pour ça que, voilà, l'enjeu, il est par rapport à cela, si vous voulez. Sous l'Ancien Régime, vous avez un État, donc, qui ne reconnaît pas de citoyens, qui sévit sur des sujets, et donc, les révoltes, elles sont beaucoup liées aussi aux formes de répression, voilà. Et puis, on a, voilà, rapidement, je passe, on a l'évolution qui commence à partir du milieu du XVIIIe siècle, qui va amener la Révolution française, et donc, le passage à la citoyenneté, qui recompose les formes de suggestion des individus par rapport à l'État, qui les supprime pas, mais qui les recompose et qui débouche sur des problèmes nouveaux, qui sont ceux des révolutions jusqu'à la Commune de Paris, et puis après des formes de grève, de résistance nouvelles qu'on connaît aujourd'hui. Oui, et vous faites souvent des parallèles, enfin, dans la première partie du livre, vous nous emmenez souvent sur de l'histoire comparative, notamment avec ce qui se passe en Allemagne, où justement il n'y a pas un État puissant. Et vous montrez bien dans le livre que cette constitution par l'impôt est fondamentale, en fait. Enfin, l'histoire populaire allemande ne serait pas la même que l'histoire populaire de l'État qu'on a subi du fait de l'existence de cet État puissant. Oui, alors c'est justement là, vous me tendez aussi une perche pour justifier le fait de prendre la France, de prendre un pays, c'est le comparatisme. La dimension comparatiste, c'est une manière de ne pas rester enfermé, évidemment, dans son propre cadre national. Donc, chaque fois que j'ai pu, évidemment, je pouvais pas le faire souvent, mais j'ai fait aussi des logiques comparatives, parce que il y a des choses, si vous voulez, on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure, quand on dit l'image que les Français ont actuellement avec tout ce qui s'est passé autour de la résistance par rapport aux retraites, la loi sur les retraites, etc., c'est quand même cette image d'un peuple qui résiste, qui ricane, qui n'accepte pas les réformes qu'on leur impose d'en haut, etc. Ça, c'est aussi le produit de l'histoire. Il reste quelque chose de ce passé révolutionnaire et des grandes luttes sociales, la Commune de Paris, des grèves de 36, de mai 68, etc., dans la culture commune en France. Et moi, je l'explique non seulement, c'est pas dans les gènes, hein, évidemment, c'est pas génétique, c'est social et c'est politique. C'est aussi la conséquence de la centralisation de l'État. La France a ce côté tout à fait extraordinaire, quand on compare avec d'autres pays, d'avoir été très tôt un pays centralisé. Et les études comparatives qui ont été menées, je pense à Norbert Elias, qui a beaucoup travaillé là-dessus, entre l'Allemagne, la France, et lui a travaillé sur la Grande-Bretagne, eh bien, montrent bien justement cette spécificité française dans le centralisme parisien, qui a été aussi une manière d'éradiquer les spécificités régionales, etc. Enfin, et puis qui a donné donc ce centralisme qui est resté dans la vie politique et qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que en France, les gens pensent que pour changer les choses, il faut s'en prendre au pouvoir central. Macron, regardez l'image de Macron, alors que dans d'autres pays, par exemple si on prend l'Allemagne justement, bien dans le monde ouvrier, les négociations se feront beaucoup plus au niveau régional ou au niveau des entreprises. Il y a donc une organisation, vous voyez, de la société qui est différente et les effets, on les connaît encore aujourd'hui dans les formes de lutte, dans les formes d'action. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est si difficile de construire l'Europe aujourd'hui, parce que les histoires nationales de chacun des pays perdurent encore à tous ces niveaux. Alors, pour rentrer maintenant dans le livre, je vous avais proposé de donner, que l'on se focalise sur quelques chapitres, parce que malheureusement on
on peut pas rentrer sur chaque chapitre, parce que votre livre est très nourri. On a plus de 800 pages d'histoire. Alors, aléatoirement, hein, je pensais m'arrêter sur un des premiers grands moments, enfin l'irruption ce qui a souvent été considéré comme l'irruption du peuple dans l'histoire. Hein. Vous commencez souvent vos chapitres par une citation ou une anecdote pour rendre vivant le propos. Et donc, je pense au chapitre que vous dédiez à la Révolution française, et vous commencez par reproduire cette citation de Michelet où il explique que le peuple fait irruption dans l'histoire de France. Lui qui n'existait pas devient tout d'un coup acteur et prend conscience de lui-même. Alors, vous contestez et nuancez cette approche. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur ce que vous dites de cette histoire populaire pendant la Révolution française, qui est l'apprentissage de la citoyenneté? Oui, alors effectivement, alors la construction historiographique qu'on a de cette période-là, elle vient beaucoup de Michelet. Michelet, ça a été l'historien républicain par excellence. Et donc, pour nous, surtout quand on fait de l'histoire sociale, etc., eh bien, il faut passer son temps à déconstruire Michelet. Parce que Michelet, c'était à la fois un historien, mais aussi un écrivain. Donc, il dit que sa révélation, pour lui, ça a été qu'il a découvert que la France était une personne. La France est une personne. Et ça a été très dangereux, finalement, comme image. Même si Michelet était progressiste, hein, il avait une vision universaliste. Il pensait que, justement, ce qui définissait l'identité de la France, c'est qu'elle ne restait jamais elle-même. Donc, c'est la lutte des contraires, etc. Mais l'idée que la France est une personne, évidemment, c'est très critiquable parce que ça occulte la diversité des individus qui composent cette société. Donc, moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Moi, je suis un historien aussi de l'immigration. Donc, il y a une grande partie de mon livre qui tourne autour des apports de l'immigration aux transformations du peuple français. Donc, la Révolution, oui, c'est un moment clé déjà parce que Michelet dit que c'est à ce moment-là que le peuple, au singulier, français s'est constitué. C'est la fameuse, c'est le 14 juillet, pas 1789, c'est le 14 juillet 1790. C'est la fête de la Fédération. On a toutes les provinces qui défilent devant le roi Louis XVI, qui n'a pas encore été guillotiné, et il dit c'est à ce moment-là que la France s'est sentie comme une personne, qui a acquis son identité. Hein, alors qu'avant, c'était il dit nationalité, des peuples divers, épars, qui n'avaient pas conscience d'appartenir à une même nation et qui, grâce à la Révolution, ont eu cette conscience, voilà. Alors, ça a alimenté des discours que je trouve qui peuvent être critiqués, mais il y a aussi une part de réalité. C'est effectivement grâce à la Révolution qu'il y a une unité nationale qui va se faire à partir évidemment, en éradiquant tout ce que l'Ancien Régime avait pu faire en avant, mettant en place les préfets, les départements, enfin, il y a toute une logique étatique qui va se constituer à partir de ce moment-là. C'est pour ça que la Révolution française est un moment fondateur. Mais moi, ce que j'ai montré dans mes travaux aussi, c'est qu'il y a un autre moment fondateur qui est la Troisième République. Il faudra un siècle pour que les innovations qui étaient assez théoriques et des révolutionnaires de 89 se concrétisent vraiment dans la société. Donc il y a ces deux moments qui sont tout à fait structurants pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, alors donc justement, ça nous emmène presque un siècle après, donc votre chapitre sur la Troisième République, et donc vous insistez énormément sur la loi de 1889, sur la loi de la nationalité. Donc dans ce chapitre que vous dédiez à la nationalisation de la société française, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe donc au moment de la Troisième République, quand la République commence à s'installer en France, et quand suite à toutes les lois républicaines des années 1880, on prend cette décision de créer la nouvelle loi sur la nationalité. Effectivement, si vous voulez, ce qui s'est produit en 89, je dirais que les révolutionnaires de 89 n'avaient pas les moyens matériels de concrétiser les idées qu'ils avaient. C'est donc parce que pour pouvoir relier
à l'époque, je crois qu'il y avait 28 millions d'habitants sur le territoire français, pour pouvoir relier l'ensemble de ces habitants, pour pouvoir unifier la langue, pour pouvoir unifier le droit, etc., unifier aussi l'espace public au niveau politique, etc. Il fallait des moyens matériels qui n'existaient pas encore sous la Révolution. C'est l'une des causes d'ailleurs de l'échec finale, enfin de la Révolution, de la Restauration, etc. Donc il y a eu un recul, il y a eu donc le retour de la monarchie, le Second Empire, et puis après, eh bien, les militants républicains ont renoué avec les idéaux de 89, mais à la fin du 19e siècle, ils avaient davantage de moyens. Il y a deux types de moyens essentiels pour relier les individus entre eux. Eh bien, ça a été les transports, donc c'est les chemins de fer, hein, et puis l'écriture. La communication écrite. Et c'est pour ça que les lois de Jules Ferry sur l'école et sur la liberté de la presse sont tout à fait fondamentales. Parce qu'à partir de la fin du 19e siècle, je vous donne juste un ordre de grandeur, en 20 ans, le nombre de lecteurs de journaux a été multiplié par 10. Hein ? Donc on passe, c'est une révolution de communication, on passe à une société où les gens sont immergés dans l'écriture. Désormais, la politique, etc., eh bien, c'est ce qu'ils lisent dans le journal, principalement. Il reste bien sûr les enjeux locaux, enfin tout ça demeure, mais la grande politique, la politique nationale, elle va se créer dans un espace public qui est structuré par les journalistes. Bon, j'ai beaucoup aussi travaillé là-dessus, je trouve que c'est une dimension tout à fait fondamentale, y compris aujourd'hui, avec les mutations qu'on voit avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'infos en continu. Mais on voit très bien ce processus se mettre en place au début de la Troisième République. Et alors, pourquoi je parle de nationalisation de la société française? Parce qu'évidemment, le discours sur la nation, il était déjà triomphant en 1789, mais il restait justement beaucoup dans l'ordre du discours. Et il ne concernait qu'une petite frange de la société française, les élites, les notables, ceux qui lisaient les journaux de l'époque, etc. Avec la Troisième République, il va y avoir une diffusion majeure du critère national grâce à l'État. Grâce à l'école, grâce aux journaux, etc. Et donc, il va y avoir une intégration de l'ensemble des couches sociales dans cet État-nation. Ce qui va avoir des côtés très positifs. C'est l'intégration des classes populaires, ça va donc permettre aux gens d'accéder à une culture commune, etc., de certaines mobilités sociales, mais ça aura aussi des effets négatifs. La montée du nationalisme qu'on constate effectivement aussi à la fin du 19e siècle, avec la montée du parti nationaliste, de l'antisémitisme, etc., et puis le basculement dans l'empire colonial, on a les deux. Et c'est aussi à ce moment-là que la France devient un grand pays d'immigration. La France a besoin de recruter massivement des travailleurs immigrés pour continuer à se développer. Parce que l'une des formes de résistance des classes populaires à ce moment-là, c'est de limiter leurs enfants, leur progéniture. La France est un pays, dès le début du XXe siècle, où certaines années, il y a plus de décès que de naissances. Donc on va recruter aussi les travailleurs immigrés et on va aussi introduire, d'où la loi sur la nationalité, des barrières. Alors qu'avant la Troisième République, on ne savait même pas exactement combien il y avait de Français, combien il y avait d'étrangers. Il n'y avait pas de mesure pour concrétiser ce qu'on appelle aujourd'hui la carte d'identité, etc. Enfin, des papiers d'identité qui permettaient de savoir exactement, même de contrôler les allées et venues, etc. Tout ça, ce sont des inventions de la Troisième République qui ont eu des conséquences parfois très négatives. J'ai écrit un livre sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893. C'est l'un des effets les plus dramatiques de cette nationalisation parce que le pouvoir républicain diffuse un discours aussi national qui fait le lit aussi du nationalisme. Donc c'est aussi toutes ces questions qui sont encore très actuelles. Et ce qui est frappant, il y a encore une loi actuellement, puisque tous les ans on a une loi sur l'immigration, il y en a une actuellement, c'est moi je retrouve exactement les mêmes types de débats qu'on avait déjà à la fin du 19e siècle. Il y a un côté répétitif. Et là, voilà, c'est aussi, mon livre, il est aussi un petit peu, il essaye de donner des éléments pour essayer de réfléchir, mais pourquoi? C'est un petit peu comme l'historien, là, ressemble un peu à un psychanalyste, si vous voulez, où on essaye de voir les symptômes d'une société, il faut les mettre au jour pour essayer d'espérer les dépasser un jour. Oui, justement, donc les effets négatifs, vous en parlez après dans le chapitre qui s'appelle « Le peuple indésirable ». C'est comment se met en place une rhétorique
antipopulaire donc à partir des années, enfin de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, voilà l'aboutissement de la normalisation, enfin le fait de dire qui est français et qui n'est pas français conduit à se poser des questions qu'on ne se posait pas avant, et donc il y a des mécanismes de rejet qui apparaissent dans des rejets de plus en plus violents qui apparaissent dans la presse et dans les discours dans les discours de domination, comme vous l'expliquez. Oui, c'est-à-dire qu'on a effectivement, je pense qu'à la fin du 19e siècle, on va entrer dans le monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un clivage politique aussi qui s'introduit entre la gauche et la droite, et donc des forces qui vont s'opposer en France, y compris à l'intérieur des classes populaires aussi, hein, entre des gens qui vont avoir une sensibilité, j'allais dire, humaniste, ouverte vers les gens qui souffrent, les gens qui sont persécutés, etc. Donc avec la notion de droit d'asile, donc qui sont favorables à l'accueil des immigrants, avec des formes d'intégration qui se font souvent d'ailleurs en dehors de la politique, par les mariages mixtes, par toute une série de facteurs sociaux, etc. Et puis il y a aussi une autre France conservatrice qui considère que leurs problèmes, ça vient toujours du dernier étranger qui est arrivé, etc. Donc on a vraiment ces questions-là qui sont structurées, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, par ce processus de nationalisation de la société. C'est une nouvelle règle du jeu qui s'impose et dont on ne sortira que lorsqu'on dépassera le stade des États-nations. Et c'est ça le gros problème aussi de la France d'aujourd'hui, pas rien que de la France d'ailleurs, c'est que la vie politique reste structurée sur une base nationale. Si vous faites de la politique, vous êtes bien obligé de dire que vous défendez le peuple français, puisque c'est grâce à ces électeurs-là que vous allez être élus. Donc c'est une contrainte qui pèse sur l'action politique. Alors même qu'on vit dans un monde où les liens mondialisés, internationalisés sont multiples. Si vous prenez aujourd'hui que ce soit la culture, l'économie, etc., le sport, et bien tout ça nous inscrit dans des relations qui sont déjà mondialisées, alors même que la vie politique, elle, reste nationale. Et on voudrait empêcher les individus, eh bien, de pouvoir se déplacer à l'échelle mondiale, alors qu'elle existe aujourd'hui complètement dans notre univers. Donc il y a une sorte de contradiction qui, loin de s'affaiblir, comme on le croyait, je crois, ma génération était, comme je parlais d'optimisme tout à l'heure, eh bien, on pensait, nous, jusque dans les années 70, début des années 80, que voilà, on allait vers des sociétés qui seraient de plus en plus ouvertes sur l'extérieur, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un retour de bâton et un repli nationaliste. On est en plein dedans aujourd'hui. Ça se traduit aussi au niveau économique. On voit aujourd'hui les discours, même des économistes, qui commencent à critiquer le libéralisme en disant il faut produire français, il faut réindustrialiser, etc., etc. Donc on voit bien que l'histoire, voilà, elle n'est pas linéaire. Elle passe par des phases aussi de retour en arrière, etc. C'est aussi le but de l'historien de mettre au jour ces contradictions. Et alors, précisément, donc on voulait parler de la fin de votre ouvrage. Hein, si on saute encore quelques décennies, pour votre ouvrage s'achevait dans la première version sur une note assez pessimiste, hein, sur le chapitre qui s'intitulait La dernière nuit des prolétaires. Et c'était, vous faisiez le constat après comme vous venez de le dire, hein, après l'optimisme des 30 Glorieuses qui avait permis des conquêtes sociales assez importantes, donc le moment important qui avait été 36, puis le moment important qui a été 68, donc toutes ces conquêtes importantes. Tout ça, c'est un petit peu grippé dans les années 80, 90, avec l'apparition de la mondialisation des échanges, les crises économiques nombreuses, et donc l'expulsion hors de l'histoire un peu des classes populaires. C'est un petit peu comme ça que j'ai compris ce dernier chapitre, et j'ai l'impression qu'un contrepoint apparaît avec la postface que vous avez ajoutée sur les Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conclusions que vous tirez de ce mouvement tout récent, hein, qui a quand même
changer beaucoup de choses. Hein, c'est ce que vous dites dans votre dernier chapitre. Oui, alors effectivement, dans la première édition, donc je parlais de la dernière nuit des prolétaires, c'était pas pour signaler la fin des classes populaires, mais plutôt leur recomposition. C'est-à-dire que l'image centrale des classes populaires, depuis la fin du 19, depuis même avant, depuis le milieu du 19e siècle jusque dans les années 70, c'était les ouvriers, c'était la classe ouvrière. Parce que c'est la classe ouvrière qui avait été un moteur, évidemment, des révoltes, des révolutions, des grandes manifestations, etc. Et puis, ce qui s'est produit, c'est la désindustrialisation, la fermeture des usines, etc., qui a entraîné donc une crise profonde du mouvement ouvrier, un recul des organisations syndicales, politiques, réclamant de la classe ouvrière. Et donc, c'était ça que j'analysais, mais en même temps, j'évoquais la recomposition, parce que voilà, l'histoire ne se termine jamais. Il y a une recomposition, y compris des formes de résistance et tout. Mais effectivement, le mouvement des Gilets jaunes qui s'est produit un peu après que j'ai fini la première édition a concrétisé cette dimension-là en donnant donc une réalité à cette recomposition, puisque le mouvement des Gilets jaunes était une forme de lutte qui ne ressemblait pas aux anciennes luttes sociales qui s'était produite donc dans les décennies juste depuis le 19e siècle, mais qui innovait par un certain nombre de points. Donc voilà, je me suis consacré plutôt à cela. J'ai aussi publié parallèlement un petit livre sur le sujet, en montrant ce que ça avait peut-être de positif, d'inédit, mais aussi des aspects négatifs. Parce que je crois qu'il y a les deux. Comme dans toute lutte d'ailleurs, hein, voilà. Et aussi dans la dernière version, j'ai voulu aussi donc intégrer, ce qui était déjà le cas d'ailleurs par rapport aux Gilets jaunes, ce que j'avais pas vu. Parce que si vous êtes un chercheur sérieux, les outils que vous avez développés, vous devez aussi les utiliser pour voir ce qui va pas dans ce que vous avez fait. C'est un petit peu la dimension d'auto-analyse, comme on dit, à laquelle je crois beaucoup. Et donc, effectivement, ce que j'avais pas bien vu, c'était cette recomposition, quelle forme elle pouvait prendre, l'importance qu'elle pouvait avoir, même politiquement, parce qu'on a vu que ça a une grande force politique. Et puis l'autre aspect, c'était la dimension climatique. Voilà, c'est aussi, et ça, je suis pas le seul, je veux dire, il y a eu un retard très important de la recherche historique par rapport à ces enjeux climatiques et les formes de lutte que ça peut générer. Donc j'ai voulu intégrer ça aussi dans la dernière version. Et donc pour prendre la question des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on voit bien comment, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi les transformations de l'espace public, des formes de communication. Je pense qu'on vit une révolution aujourd'hui de ce point de vue-là, qui est comparable à celle qui s'est produite à la fin du 19e siècle, avec l'éruption de la presse de masse. La presse de masse, comme je le disais tout à l'heure, quand on est passé de 1 à 10 millions de lecteurs de journaux quotidiens, ça a donné naissance aux partis politiques. Les partis politiques, c'est une conséquence aussi de l'éruption de la presse de masse. Les grands partis se mettent en place à ce moment-là, fin 19e, début 20e. Et aujourd'hui, on voit la crise des partis politiques. Hein? Alors les médias ont tendance à nous faire croire que c'est parce qu'un tel est gentil, l'autre est méchant, ou il est intelligent, il est bête. Il y a sans doute, je veux pas, mais moi j'aime pas trop faire le procès des personnes. Je trouve que c'est pas digne d'un chercheur. Ce qu'il faut, c'est comprendre les mécanismes profonds qui sont derrière tout ça. Et parmi les mécanismes profonds, il y a celui-là, c'est-à-dire les bouleversements de l'industrie de la communication. Et ces bouleversements, eh bien, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les chaînes d'infos en continu. C'est ce qu'on appelle l'espace public numérisé. L'espace public numérisé transforme énormément de choses. Et on le voyait bien avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, l'une de leur idée forte, c'était de dire « nous ne voulons pas de représentants ». Nous ne voulons pas qu'il y ait des porte-paroles, etc. Et ça, c'était rendu possible justement par les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire la possibilité d'utiliser des moyens de communication qui sont contrôlés quand même par les grands milliardaires américains pour faire produire de la contestation. Voilà. Et donc ça, effectivement, ça, ce qui est paradoxal, c'est que d'une part, ça exprime une très vieille aspiration du mouvement ouvrier.
Quand on prend l'histoire du mouvement ouvrier dès le 19e siècle, eh bien, les anarcho-syndicalistes, comme on disait, etc., eh bien, ils luttaient contre les porte-paroles de ceux qui parlent à leur place, la bureaucratie des syndicats, des partis, etc. Mais il n'y avait pas à l'époque les moyens de faire autrement parce que, justement, un parti, il avait un journal, il avait une direction, etc., etc. Il fallait une structure bureaucratique pour pouvoir exister comme parti. Alors que, grâce aux mutations technologiques, notamment des réseaux sociaux, eh bien, il y a des possibilités donc de démocratiser l'accès à la parole, de développer des formes d'action plus spontanées, plus à la base. Mais la contradiction, eh bien, c'est comment les faire durer. Voilà, c'est la question de la durabilité. Et puis, une des questions qui s'est posée aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est que vous voulez pas de représentants, ok, chacun va parler pour soi, mais il existe malgré tout des relations de pouvoir qui font qu'il y a des gens qui vont vous représenter. Et on a vu dans le jeu médiatique, notamment les chaînes d'infos en continu, c'était les journalistes de ces chaînes qui allaient choisir les individus qu'ils allaient utiliser comme représentants du mouvement. Donc ça a été une des contradictions et qui, à mon avis, a conduit à affaiblir et peut-être à faire perdre de la force de ce mouvement-là. Donc on a les deux aspects. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler avec toutes les formes positives dans lesquelles, moi ce qui m'a frappé aussi par rapport au mouvement des Gilets jaunes, si vous prenez, il n'y a pas eu d'intellectuels qui ont surgi pour aller apporter, vous voyez, la caution du monde de la science ou de l'intelligence au mouvement. Ça avait été le cas avec Sartre, Sartre à Billancourt, ça avait été le cas même avec Pierre Bourdieu, vous savez, en 95, lors de la lutte des cheminots. Il avait joué ce rôle-là. Avec les Gilets jaunes, personne. Et bon, je veux dire, dans mon institution, qui est pourtant assez souvent reliée à ces mouvements-là, eh bien, aucun des collègues n'a voulu endosser ce statut de porte-parole parce qu'ils savaient que c'était fini, quoi. C'était pas ça qu'on voulait, que les Gilets jaunes n'y voulaient pas qu'il y ait un intellectuel qui parle pour eux. Ce qui s'est passé, au contraire, et ça a été très positif, ça a été un travail avec. Il y a eu des structures, des collectifs qui se sont mis en place, certains durent encore, pour créer ce qu'on appelle un intellectuel collectif. Où, voilà, c'est donc ces formes-là qui sont en gestation aujourd'hui, avec le bon côté, le mauvais côté, sur lesquels il faut qu'on réfléchisse pour savoir de quoi demain sera fait. Oui, parce que dans votre histoire, en fait, vous insistez très souvent tout au long tout au long du livre, en fait, sur la puissance du récit, cette parole, la désignation des classes, le pouvoir de désigner les uns et les autres. Ça, c'est très très important. C'est le fil conducteur quasiment de la mécanique historique de la relation entre dominant et dominé. Oui, parce que je trouve que c'est une dimension qui est trop sous-estimée. Et c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai été le plus marqué par la sociologie de Pierre Bourdieu. C'est ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique, c'est-à-dire la violence qui s'exerce par le biais du langage. D'ailleurs, une forme de domination que les intellectuels ne veulent pas voir, d'ailleurs, la plupart du temps, qui sépare ceux qui ont accès, ce que j'appelle les professionnels de la parole publique, dont je fais partie, je me mets dedans, et puis ceux qui n'ont pas accès au pouvoir public, c'est-à-dire l'immense majorité des gens, les classes populaires, et ils n'ont pas accès à la parole publique, mais ils sont parlés, on les fait parler. Soit par les sondages, soit par toute une multitude de moyens. Et donc il y a un jeu là qui la plupart du temps ne concerne que le petit monde de ceux qui ont accès à l'espace public, mais qui mettent en scène le peuple. Et donc j'ai analysé tout au long de l'histoire la recomposition de cette forme-là, parce qu'elle n'est pas nouvelle, elle date dès le début. Je le montre au niveau du langage, comment les mots pour désigner le peuple ont été inventés par des élites, et comment les classes populaires ont fini parfois par l'intérioriser. Et par le retourner. C'est toute la dialectique des luttes, c'est souvent comme ça que ça se passe. Vous avez une violence symbolique qui s'exerce grâce aux dominants, ou par les dominants, qui est souvent humiliante, qui est dévalorisante, qui est stigmatisante. Les classes populaires souvent l'intériorisent, même quand ils s'y opposent, et parfois ils finissent par retourner
les stigmates, comme on dit, pour en faire des instruments de lutte, de résistance, etc. Cette dialectique-là, elle est très forte dans l'histoire. Et inversement, vous pouvez avoir de ces résistances populaires des élites qui sont parmi les plus honorables, peut-être, qui vont en tenir compte et qui vont changer. Et je donne un exemple par rapport à Victor Hugo. Victor Hugo, donc dans un discours qu'il a fait, discours de réception à l'Académie française en 1841, il utilise le mot populace. Or, le mot populace, c'est justement un terme inventé par les aristocrates de la pensée depuis la fin du Moyen-Âge, l'Ancien Régime, pour dénoncer le peuple. C'est une vision très péjorative du peuple. Et Victor Hugo, lui, qui est issu du milieu d'élite, etc., n'en avait pas conscience. Donc, il utilise ce mot populace sans vraiment se rendre compte qu'il est humiliant pour les classes populaires. Et c'est l'époque, nous sommes sous la monarchie de Juillet, où vous avez les premiers journaux ouvriers. Et vous avez un ouvrier, un menuisier qui s'appelait Jacques Vinsart, qui a créé un journal qui s'appelle La Ruche Populaire, et il va prendre sa plus belle plume et il va écrire à Victor Hugo en lui disant eh bien, vous avez parlé de populace, on s'est senti humilié. Et Victor Hugo, sur le coup, il ne voudra pas l'admettre, mais ça va le marquer. Ça va le marquer et les travaux là-dessus, je renvoie à un livre qui a été fait qui s'appelle Classe laborieuse, classe dangereuse, où il a travaillé sur les manuscrits donc de Victor Hugo, et il montre comment Victor Hugo, dans Les Misérables, eh bien, va évoluer dans sa définition et de sa façon de nommer le peuple, et justement, il va passer du mot populace au mot peuple, et ça se passe au moment de la Révolution de 48, etc. J'ai trouvé cet exemple-là très significatif sur le fait que, bien que les classes populaires soient dominées, globalement, socialement, ça n'empêche qu'elles ont un rôle. Et c'est pour ça que dans mon livre aussi, je vais terminer sur la façon dont Emmanuel Macron, qui était à l'époque encore candidat à la présidentielle, plutôt que de juger son programme, parce que je me sens pas autorisé, moi, en tant qu'historien, à juger un programme politique, je peux le faire en tant que citoyen, mais pas en tant qu'historien. En revanche, je pouvais juger de ce qu'il disait sur l'histoire de France. Or, il se trouve que dans son programme de 2017, il parlait beaucoup d'histoire de France. Mais sa vision de l'histoire de France, elle était uniquement celle des élites. Il parlait même pas de Jaurès, même pas de Léon Blum. Et donc, c'était vraiment, vous voyez, cette croyance des CSP+, de croire que les innovations ne se font que grâce aux gens d'en haut. Vous voyez, cette vision complètement technocratique qui a eu des effets politiques. Et au détriment même d'Emmanuel Macron, puisqu'on sait comment ça s'est traduit par la suite dans le rejet des classes populaires par rapport à son discours, etc. Mais ça, on pouvait déjà le lire dans la manière dont il concevait l'histoire de France comme simplement une création, un développement ça aurait été fait uniquement par les gens d'en haut. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est aussi cette dialectique entre ceux d'en haut et ceux d'en bas pour comprendre le progrès. Alors, après, je voulais vous titiller un peu sur le rôle de l'historien, parce que j'ai relevé une phrase que vous avez écrite à la fin du livre, donc page 708. Vous dites, avec un constat un peu triste, malheureusement, l'historien des classes populaires remplit souvent un rôle ingrat, car il intervient quand le combat est terminé et que le peuple a été vaincu. Est-ce que c'est une note un peu pessimiste? À quoi est-ce qu'un livre comme le vôtre ne peut-il pas justement aider à la prise de conscience pour les classes populaires qu'elles peuvent jouer, qu'elles peuvent être actrices de leur propre histoire? Oui, les deux sont vrais, c'est-à-dire que là, je parlais effectivement des grands combats, des grandes luttes, si vous voulez, populaires. Quand on fait le bilan, on s'aperçoit que la plupart du temps, elles se sont soldées par des massacres, par des échecs, par des déceptions, etc. Ce qui n'empêche que, je crois que je le dis aussi, que malgré les défaites, ces luttes sont essentielles parce que c'est quand même une des dynamiques qui, après coup, peut amener des changements. Parce que même, on pourrait donner des tas d'exemples, même à l'époque de Louis XIV, où la Fronde, ou les grandes révoltes antifiscales, qui sont surtout développées à l'époque de Mazarin, eh bien, ont amené Louis XIV à imaginer des formes de ponction de l'impôt qui soient beaucoup moins violentes. Enfin bon, il y a une rationalisation aussi du rôle de l'État, qui est la conséquence des leçons que les élites avaient tirées des luttes populaires. Et ça,
le retrouve à différentes époques. Donc, ce que je disais là, effectivement, c'était pas pour dire, de toute façon, c'est pas la peine de se battre parce qu'on perd tout le temps, hein, mais c'est la leçon de l'histoire, c'est qu'effectivement, les luttes populaires sont souvent perdantes, elles font beaucoup de morts, de victimes, mais que malgré tout, eh bien, à terme, ce sont des éléments essentiels dans les transformations des sociétés. Alors, pour finir, je voudrais vous demander si vous deviez écrire une lettre à un jeune historien, vous l'encourageriez à travailler sur quel thème, quels sont les éléments qui vous semblent porteurs et que vous n'avez pas eu le temps de suffisamment travailler pour cette synthèse historique. Ah ben là, il y a énormément de choses. C'est toujours la frustration que l'on ressent quand on fait une synthèse et que je ressens encore plus aujourd'hui, quasiment tous les jours avec mes petites chroniques sur France Culture, parce que là, c'est beaucoup plus vaste. Je découvre des tas de sujets passionnants. J'essaye de donner aux auditeurs un petit peu, des connaissances sur ce que font les chercheurs en histoire. Donc, aller chercher un petit peu des choses un peu spécialisées, mais pour les rendre accessibles au grand public. Et à chaque fois, j'aurais envie d'en dire plus. Voilà, et donc je ressens ça comme une frustration. Mais par rapport effectivement à d'ailleurs ce que j'ai pu faire avec mes propres étudiants, ce que je les encourage encore aujourd'hui à faire, il y a des sujets effectivement qui par rapport évidemment à des enjeux d'actualité qui me préoccupent beaucoup. Moi, j'inciterais volontiers à réfléchir plus avant sur la question du racisme, sur la recomposition des discours, sur la question du racisme, etc. Parce que j'en parle dans le livre, j'ai écrit un livre d'ailleurs qui a fait pas mal de polémiques, qui s'appelle Race et sciences sociales, avec mon collègue sociologue Stéphane Beau. Je pense qu'on est aussi dans une période aujourd'hui de recomposition de ces questions-là et que le mot même de racisme n'a plus le sens qu'il avait encore il y a 30 ans ou 40 ans, etc. Et ce que j'ai constaté, moi, justement, dans mes travaux historiques, c'est que les enjeux de lutte entre les dominants et les dominés, ils se recomposent constamment. Je vais prendre un exemple, la période que je connais le mieux, qui est celle de la fin du 19e siècle. Prenez la question de la nation. Le mot nation, c'était un thème de gauche, jusqu'à cette période-là. La nation, c'était portée par les républicains, par la gauche. Et la droite était antinationale, la droite monarchiste, la droite aristocratique, elle raisonnait à une version européenne, chrétienne, etc. Et il y a eu un basculement qui s'est produit à la fin du 19e siècle, où le concept de nation a été récupéré par la droite. Donc il y a des processus comme ça qui se fabriquent constamment. Lorsque les conservateurs perdent une bataille, ils vont faire tout un travail pour récupérer l'hégémonie à partir de ces notions-là qui combattaient auparavant. Et donc ça me frappe parce que je pense que on est dans un contexte comparable aujourd'hui par rapport à toutes ces questions de racisme, etc. et qu'il faut être vigilant là-dessus. Moi, je suis militant antiraciste depuis que je suis étudiant, donc là-dessus, je crois que j'ai fait mes preuves. Et c'est justement ce qui m'amène, je le dis souvent à mes amis qui sont dans les associations antiracistes, réfléchissons aujourd'hui sur toutes ces questions-là pour nous adapter aussi aux réalités du monde dans lequel on vit actuellement. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on remplit pas notre job de chercheur pour fournir des outils à tous les gens qui luttent contre les discriminations et les rejets, etc. Je pense qu'on est aujourd'hui confronté à cette question-là et que dans une perspective longue, socio-historique, ce serait un thème, en tout cas, qu'il faudrait étudier. J'espère pouvoir le faire moi-même, mais je suis pas mal occupé et puis voilà, je suis quand même dans la dernière ligne droite de ma carrière, mais ce sera un des thèmes que j'aimerais bien creuser, oui. Bien, merci beaucoup Gérard Noiriel pour cette présentation très nourrie.